des médecins, des avocats, 11 membres d'une riche famille aristocratique française, terrés dans leur propre château, les fenêtres condamnées au sac poubelle, avant de finir à récurer des sols en Angleterre. Ruinés, persuadés qu'un complot mondial veut leur peau. Le tout sous les ordres d'un seul homme, au téléphone, qui n'a jamais utilisé la moindre arme. Imaginez un type qui arrive dans votre vie sans grand spectacle. Pas de robe blanche, pas de grande messe, pas de cris. Le mec est poli, posé, utile, il règle 2 ou 3 problèmes, il connaît le bon ton, il a l'air sérieux, et 10 ans plus tard, 11 membres d'une même famille ont perdu leur argent, leurs repères, une partie de leur dignité, et presque leur capacité à penser par eux-mêmes. C'est ça, l'affaire Thierry Tilly. Et franchement, si on la réduit à une simple arnaque, on rate l'essentiel. Parce que non, là, on n'est pas juste dans le type qui pique de l'argent à des gens naïfs, on est dans une mécanique d'emprise à très haut niveau. Une prise de contrôle, sans armes, sans cave, sans chaîne, sans cette image rassurante qu'on se fait du danger. Le danger, ici, parle bien, s'habille correctement, donne des consignes calmes et surtout, il comprend très vite à qui il a affaire. L'histoire se passe en grande partie dans le Lot-et-Garonne, autour de Montflanquin, une bastide du sud-ouest, avec tout ce que ça évoque en France, la vieille pierre, les familles installées, les histoires de noms, d'héritage, de respectabilité, et au centre, il y a les Védrines, une famille issue de la noblesse de province, nombreuse, éduquée, structurée, avec des biens, des relations, un patrimoine symbolique fort. C'est important de le dire tout de suite parce que le premier réflexe du public, c'est souvent « oui, bon, ils étaient faibles, crédules, isolés ». Non, justement non, c'est ce qui rend l'affaire si dérangeante. On parle de gens instruits, pas d'un groupe perdu au fond de nulle part, sans contact avec le réel. Des adultes, insérés socialement, certains avec des responsabilités, des diplômes, des habitudes de décision. Et pourtant, un homme va réussir à les faire basculer dans une logique quasi paranoïaque, où le monde extérieur devient une menace et où lui devient l'unique filtre de la réalité. Voilà le vrai sujet. Le point d'entrée, selon les récits les plus cités, c'est Ghislaine de Védrines, qui dirige alors une école à Bordeaux. On est à la fin des années 1990. Thierry Tilly entre dans l'orbite de la famille par ce biais-là. Et regardez bien la méthode, parce qu'elle dit déjà tout. Il n'arrive pas en disant « je vais vous révéler la vérité cachée de l'univers ». Non, il commence par être utile. Toujours ça, toujours. Il aide, il conseille, il se montre disponible, il sait parler aux gens qui ont l'habitude de gérer beaucoup de choses et qui, justement, apprécient quand quelqu'un leur simplifie la vie. C'est ça, l'ingénierie sociale version terrain. Le type n'hypnotise pas, il observe, il repère, il teste. Qui décide dans la famille ? Qui doute ? Qui veut protéger tout le monde ? Qui a besoin d'être rassuré ? Qui aime l'idée d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui ? Il cartographie les failles relationnelles avant même que les victimes comprennent qu'il est en train de faire une carte. Et puis il installe son personnage. Selon les différentes versions entendues au procès et reprises par la presse judiciaire, Tilly se présente avec une aura de réseau, de mission, de confidentialité. Il gravite autour d'une prétendue structure appelée Blue Light, qu'il fait passer pour quelque chose de sérieux, d'influent, presque lié à des sphères de renseignement ou de sécurité. Là encore, c'est très malin. En France, surtout dans certains milieux, le type qui dit trop clairement « j'ai des contacts » fait rire. Le type qui laisse entendre qu'il ne peut pas tout dire, qu'il agit discrètement, qu'il connaît des choses sensibles, ça marche beaucoup mieux. Et c'est là que ça bascule doucement. Il ne vend pas juste de l'aide. Il vend une lecture du monde. Une lecture dans laquelle la famille ne serait pas une famille comme les autres. Selon plusieurs témoignages, il leur met dans la tête qu'ils appartiennent à une lignée particulière chargée d'une forme de mission, parfois résumée autour de l'idée d'un équilibre du monde. Dit comme ça, on se dit impossible d'y croire. Mais attendez, si vous mélangez ça à la peur, au secret, à la flatterie et à l'isolement, ça devient autre chose. Le génie toxique de Tilly, si on peut dire les choses comme ça, c'est qu'il ne donne pas aux Védrines seulement une menace, il leur donne aussi un rôle, et ça c'est beaucoup plus puissant. Si vous dites à quelqu'un on veut vous nuire, il peut douter. Si vous lui dites on veut vous nuire parce que vous détenez quelque chose d'essentiel, là vous transformez la peur en mission. Et à partir de là, les victimes commencent parfois à coopérer avec leur propre enfermement. Bon, ensuite arrive la deuxième brique, la fabrication d'un ennemi. Dans cette affaire, selon les informations disponibles, Tilly entretient l'idée d'un vaste complot mêlant réseaux occultes, sociétés secrètes, intérêts hostiles, surveillance, infiltration, peu importe au fond la cohérence exacte du scénario. Ce qui compte, c'est son effet. Quand tout peut être signe de danger, n'importe quel proche devient suspect.
N'importe quelle contradiction devient la preuve qu'on vous manipule. N'importe quel conseil extérieur devient une menace. Et là, détail capital, il ne contrôle pas seulement les personnes, il contrôle l'interprétation des faits. Si un membre de la famille doute, ce doute lui-même peut être relu comme un symptôme de l'ennemi. Si quelqu'un résiste, il peut être infiltré. Si quelqu'un veut partir, c'est qu'il tombe dans le piège adverse. Vous voyez la mécanique ? À ce stade, il ne dirige plus seulement des décisions, il dirige la grammaire mentale du groupe. Autour de 2001, la situation se durcit clairement. Une partie de la famille se replie au château de Martel, près de Montflanquin, les volets se ferment, les contacts extérieurs diminuent fortement, les habitudes ordinaires sautent une à une. Et quand je dis les habitudes, je parle de choses toutes bêtes, mais essentielles, qui appelle qui voit qui gère l'argent, qui lit le courrier, qui prend une décision sans validation. C'est toujours là que l'emprise devient sérieuse. Quand l'ordinaire n'est plus ordinaire, le château, dans l'imaginaire collectif, ça sonne presque romanesque. En réalité, c'est surtout un formidable outil d'isolement symbolique. Une grande maison familiale, c'est un refuge, mais ça peut devenir aussi un monde clos. Selon les récits judiciaires et les témoignages publiés ensuite, la famille vit de plus en plus repliée, dans la peur, avec l'idée qu'il faut se protéger. Le dehors n'est plus un espace neutre. Le dehors devient contaminé. Et Tilly, lui, n'a même pas besoin d'être physiquement là, en permanence. C'est ça qui est fascinant et glaçant. Il commande beaucoup à distance, par téléphone, par consigne, par message, par validation. En clair, il transforme son absence en preuve de puissance. Plus il est loin, plus il paraît au-dessus. Plus il est difficile à saisir, plus il devient central. Franchement, niveau emprise, c'est d'une efficacité redoutable. Très vite, l'argent suit. Et ça aussi, c'est une leçon classique des affaires d'emprise. Le contrôle financier n'arrive pas toujours en premier, mais il finit presque toujours par arriver. Selon plusieurs sources judiciaires, la famille va être délestée de plusieurs millions d'euros, souvent estimés autour de 4 à 5 millions. Comptes, biens, objets de valeur, liquidités, patrimoine mobilier ou immobilier. Tout ce qui peut être mobilisé finit par entrer dans le périmètre de Tilly. Et attention, il ne faut pas imaginer ça comme une scène unique où quelqu'un signe un gros chèque en tremblant. Non, c'est beaucoup plus insidieux. On commence par un transfert temporaire, une dépense nécessaire, une protection urgente, une mesure de sécurité, puis un autre mouvement, puis une vente, puis une avance, puis une justification. Et un jour, il n'y a plus de retour en arrière simple, parce que admettre la fraude, c'est admettre que toute la structure mentale s'effondre. Voilà pourquoi les gens restent parfois plus longtemps qu'on ne l'imagine. Pas parce qu'ils n'ont rien vu, mais parce que voir clairement, tout à coup, coûte psychiquement trop cher. Si vous reconnaissez que le sauveur est un prédateur, alors vous devez revoir des mois, puis des années de décisions absurdes. Peu de gens acceptent ça du jour au lendemain. C'est brutal. Dans la famille, Tilly sème aussi la division. Ça, c'est le 3e étage de la fusée. Quand un groupe est déjà isolé, vous désignez un maillon faible, un traître possible, quelqu'un dont il faut se méfier. Selon les témoignages, certains membres sont suspectés, humiliés, mis à l'écart, accusés de collusion avec les ennemis fantasmés du groupe. Là encore, on n'est pas dans la grande théorie, on est dans un vieux principe. Si vous voulez empêcher des victimes de se parler librement, faites en sorte qu'elles aient peur les unes des autres, et là, tout s'explique. Beaucoup de gens se demandent encore, mais pourquoi 11 personnes d'une même famille n'ont-elles pas simplement comparé leurs impressions et dit « stop » ? Parce que justement, la comparaison libre n'existe plus. Chacun reçoit une version, une pression, une injonction, une mission. Le manipulateur devient l'unique point de cohérence. Le groupe, au lieu de se protéger de lui, se réorganise autour de lui. Ce qui rend l'affaire encore plus folle, c'est le contraste social. Les Védrines, c'est la vieille bourgeoisie aristocratique de province, avec ce que ça suppose de maintien, de patrimoine, de capital culturel. Et malgré ça, ou peut être aussi à cause de ça, ils se retrouvent embarqués dans une logique de dépouillement total. Parce que Tilly ne détruit pas seulement leur compte.
il détruit la hiérarchie normale de leurs valeurs, le nom, la position, l'éducation, tout ça ne protège plus quand le cadre mental a sauté. Puis vient la phase anglaise. Et là, franchement, c'est le détail qui fait comprendre qu'on a dépassé le simple huis clos familial. Pour les soustraire davantage au regard français et resserrer la dépendance, plusieurs membres de la famille sont envoyés à Oxford au début des années 2000, selon les éléments du dossier. Le choix n'est pas neutre. Changement de pays, changement de langue, repères sociaux brouillés, isolement renforcé, c'est très bien pensé. À Oxford, selon les récits qui ont émergé plus tard, la famille mène une existence de plus en plus précaire et obéissant. Certains enchaînent des tâches modestes, du service, du ménage, de petits boulots, pendant que Tilly continue de piloter l'ensemble. Et qu'on soit clair, il n'y a aucune honte à faire un travail modeste. Le problème ici, ce n'est pas le travail, c'est la rupture vertigineuse entre ce qu'ils étaient socialement, ce qu'ils possédaient et ce qu'ils acceptent désormais dans un système entièrement contrôlé par un seul homme. Imaginez la scène, 2 secondes. Des adultes qui, quelques années plus tôt, avaient maison, statut, autonomie, patrimoine familial, en sont réduits à vivre au compte-gouttes, à demander validation, à obéir à des consignes absurdes. Tout ça pour nourrir la logique d'un homme qui, lui, selon plusieurs témoignages, ne vit pas exactement dans la même austérité. C'est là que la mécanique de prédation apparaît dans toute sa nudité. Et si vous voulez comprendre pourquoi personne ne les a stoppés plus tôt, il faut regarder la difficulté juridique et sociale du truc. Des adultes isolés, qui semblent coopérer, qui disent parfois qu'ils vont bien, qui ne montrent pas forcément de traces visibles de violence, ça brouille tout. Ce n'est pas une prise d'otage classique. Ce n'est pas une séquestration au sens cinéma du terme. C'est ce qu'on a beaucoup résumé dans cette affaire par l'idée de soumission librement consentie. Formule terrifiante d'ailleurs, parce qu'elle mélange liberté apparente et destruction intérieure. En France, on aime croire qu'on verrait venir une emprise sectaire. On imagine des signes grossiers, des slogans, des rituels visibles, des communautés bizarres. Là, non. On est dans une famille connue, localement, dans des maisons respectables, avec un homme qui parle comme un consultant plus que comme un prophète. C'est beaucoup plus dangereux justement parce que ça ne ressemble pas au cliché. Mais attendez, j'ai pas fini. Le système Tilly ne repose pas seulement sur la peur. Il repose aussi sur l'épuisement. Quand vous vivez des années dans l'alerte permanente, avec l'idée qu'il y a des ennemis partout, qu'une erreur peut vous perdre, qu'il faut surveiller les mots, l'argent, les déplacements, vous n'avez plus l'énergie mentale pour remettre tout à plat. Vous ne raisonnez plus à partir de vos intérêts. Vous raisonnez à partir de l'urgence qu'il a fabriquée pour vous. Et dans ce genre d'affaires, la sortie ne se fait presque jamais en une fois. C'est pas un éclair mystique inverse, c'est plutôt une accumulation de fissures, une consigne de trop, une promesse qui ne se réalise jamais, un récit qui change, un détail qui cloche, puis quelqu'un à l'extérieur qui insiste, puis un lien qui se retisse, puis enfin la possibilité d'entendre une autre version du monde sans que tout s'écroule immédiatement. Selon les informations disponibles, c'est entre 2008 et 2009 que l'édifice commence réellement à se fissurer. Certains proches extérieurs, des soutiens, des conseils juridiques et notamment des gens décidés à ne pas lâcher le dossier participent à la sortie de l'emprise. Le nom de l'avocat bordelais Daniel Picotin revient souvent dans cette phase de déconstruction et d'accompagnement. Là encore, point important, sortir quelqu'un d'une emprise ne se résume pas à lui dire « ouvre les yeux ». Ça demande du temps, de la méthode et souvent une reconstruction psychologique énorme. Thierry Tilly est finalement arrêté en Suisse en 2009, selon la chronologie généralement retenue. Et ça, symboliquement, c'est fort. Le type qui a réussi à gouverner un clan entier par la peur, la flatterie et l'isolement finit rattrapé par quelque chose de beaucoup plus banal, une enquête, un dossier, des magistrats, du temps long. Comme quoi, l'administration française peut parfois servir à autre chose qu'à perdre des formulaires. Il faut aussi le dire quand ça arrive. Le procès, puis l'appel à Bordeaux en 2013 vont énormément marquer l'opinion.
D'abord à cause de l'ampleur de l'emprise, ensuite à cause du profil des victimes, et enfin à cause de la question qui plane sur toute l'audience, comment un seul homme a-t-il pu faire ça sans violence physique massive, sans dispositif spectaculaire, juste avec de la parole, de la mise en scène mentale et une prise progressive sur le quotidien. La cour d'appel de Bordeaux le condamne finalement à 10 ans de prison, notamment pour des faits liés à l'escroquerie et à l'abus de faiblesse. 10 ans, sur le papier, ça paraît lourd. Dans les vies, c'est autre chose. Parce que, une fois la peine prononcée, il reste quoi? Une famille brisée, un patrimoine dilapidé, des liens de confiance dévastés, des années perdues, et surtout, cette question insupportable pour les victimes. Comment on a pu en arriver là? Le plus dur, dans beaucoup de cas d'emprise, c'est pas seulement ce qu'on vous a pris, c'est l'image de vous-même qu'on a déformée. Il faut aussi comprendre le poids de la honte. Quand la France découvre l'affaire des reclus de Montflanquin, une partie du public se moque, un peu, ou juge, forcément. La vieille famille noble, plumée par un gourou en costume, dit comme ça déclenche des réflexes faciles. Mais si on s'arrête au ridicule apparent, on ne comprend rien, parce que cette histoire ne parle pas seulement d'eux. Elle parle de nous, de notre besoin de croire à la personne qui a l'air sûre d'elle quand tout devient flou. Au fond, Tilly fait 3 choses extrêmement bien. Premièrement, il rassure avant d'inquiéter. Deuxièmement, il inquiète avant de contrôler. Troisièmement, il contrôle en persuadant les autres que ce contrôle les protège. Et ça, c'est la structure classique de l'emprise moderne. Pas besoin d'être un gourou mystique. Il suffit d'être crédible assez longtemps pour devenir indispensable. Et c'est pour ça que cette affaire reste si forte aujourd'hui. Parce qu'elle démontre une illusion très française, très confortable, l'idée que la culture, l'éducation, le patrimoine, le bon goût, le statut social, tout ça vous vaccine contre la manipulation. Pas du tout. Ça change juste la forme que la manipulation va prendre. Avec certains, on utilise la brutalité. Avec d'autres, on utilise le langage, le prestige, le secret, la mission. Le résultat peut être le même. Regardez bien la trajectoire. D'abord, un homme entre dans une famille. Ensuite, il devient utile. Puis, il devient central. Après ça, il devient interprète du réel. Puis, arbitre du danger. Puis, gestionnaire de l'argent. Puis, organisateur de l'isolement. Et à la fin, il devient presque plus réel que le réel lui-même. Voilà comment on vide des gens sans lever la main sur eux. Et franchement, c'est peut être ça le plus glaçant dans toute cette histoire. Les armes, on sait les reconnaître. Les coups aussi. Mais quelqu'un qui vous prend votre jugement en se présentant comme votre protecteur, ça, c'est beaucoup plus difficile à voir. Quand il n'y a pas de sang, les gens imaginent qu'il n'y a pas de crime massif. L'affaire Tilly prouve exactement l'inverse. Alors oui, juridiquement, on parle d'escroquerie, d'abus de faiblesse, d'emprise, mais dans les faits, on est face à une destruction en règle, sans bruit, sans grande scène, avec des téléphones, des récits, de la peur, de la distance, de l'argent, et un sens très précis du point de rupture de chacun. C'est presque clinique. Et le pire, c'est que le scénario n'a rien d'impossible à répliquer. Échelle différente, bien sûr. Mais la logique, on la voit partout. Dans des relations privées, dans certaines entreprises, dans des groupes militants, religieux ou pseudo-thérapeutiques. Toujours la même musique. Moi seul comprends le danger. Moi seul peux te guider. Éloigne-toi des autres. Fais-moi confiance. Donne encore un peu. Et si tu doutes, c'est la preuve que tu es sous influence. C'est redoutable parce que ça recycle des besoins humains normaux. Être protégé, compris, orienté. Voilà pourquoi l'affaire des reclus de Montflanquin dépasse largement le fait divers. Ce n'est pas juste une famille noble ruinée par un escroc. C'est une autopsie très française de l'emprise. Une emprise en costume, dans des maisons respectables, avec des gens cultivés, au cœur d'un décor de carte postale du Sud-Ouest. Comme quoi, le cauchemar n'a pas toujours besoin de ressembler à un cauchemar pour en être un. Et à vous de juger. Est-ce que cette famille a été piégée d'abord par la peur, par la flatterie, par le poids de son propre imaginaire social, ou par la combinaison de tout ça?
Dites-moi ce que vous en pensez. Je lis vraiment vos retours, surtout sur ce genre de dossier où la frontière entre faiblesse, confiance et manipulation est beaucoup plus trouble qu'on ne voudrait l'admettre. Et si ce travail vous plaît, vous connaissez la suite. Un commentaire, un soutien, ça aide énormément la chaîne, surtout que je fais tout ici tout seul. On se retrouve très vite, prenez soin de vous